Hello, welcome back. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Léna. Merci d'être de retour sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Donc, étant donné que vous êtes nombreux à m'avoir découvert via ma dernière vidéo, où je parle de quitter la France pour construire au Sénégal, je vais prendre le temps de me représenter dans cette vidéo. Donc moi, c'est Hélène, donc Léna, et je suis une consultante en gestion de projet de 31 ans. Je travaille depuis plusieurs années en tant que consultante dans les secteurs financiers et aujourd'hui dans l'informatique. Et il y a quelques années, j'ai décidé de quitter le salariat pour me lancer à mon compte et créer ma structure Léna B Consulting, à travers lesquels je fais de l'accompagnement, de la formation, du coaching pour des personnes qui souhaitent se lancer dans des projets, notamment l'entrepreneuriat, l'immobilier, mais également tout ce qui est autour de la carrière professionnelle. Donc, si on souhaite trouver un job, comment se mettre le mieux en avant, etc. J'ai décidé de créer cette structure sur la base de mon expérience, le fait que j'ai eu à cheminer beaucoup dans le secteur professionnel, mais aussi sur les choses qui me passionnent comme la gestion financière, le fait d'évoluer financièrement, voilà, d'essayer d'atteindre la liberté financière à travers des bons investissements, des bonnes habitudes, l'épargne, etc. Donc bienvenue à vous et j'espère que vous serez là encore longtemps pour suivre les aventures. Donc passons au thème d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vous ai annoncé que j'ai lancé une entreprise au Sénégal, Léna B Immobilier, pour justement accompagner les personnes de la diaspora, mais également les personnes en local qui souhaitent se lancer dans l'immobilier à travers de la gestion locative, de l'aménagement, de la rénovation, mais également de l'acquisition et la construction de vos propriétés à but locatif ou personnel. Donc, je vous ai parlé un peu de la structure, comment elle est organisée, quelles sont les offres, etc. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'en suis arrivée là. Comment une personne qui est basée en France, qui travaille en tant que consultante en entreprise, en est arrivée à créer sa structure au Sénégal pour intervenir en Afrique sur des projets immobiliers. Ça peut sonner assez curieux, mais justement, je vais vous raconter mon cheminement et comment j'en suis arrivée là. Donc, ne bougez surtout pas si vous voulez tout savoir. Donc, comment est-ce que j'en suis arrivée à travailler en France, un quotidien assez pépère, tranquille en tant que consultante en gestion de projet, à créer mon entreprise au Sénégal dans l'immobilier? Eh bien, je vais tout vous raconter. Je vais commencer par déjà vous donner un historique de comment j'en suis arrivée là. Dans la deuxième partie, je vais vous parler un peu de quelques galères que j'ai connues justement dans l'immobilier. Et dans la troisième partie, je vais vous donner quelques préconisations si vous souhaitez faire de l'immobilier en Afrique. Alors, donc commençons par le commencement. Donc quand je vous montre des belles images d'appartements meublés, finalisés et également des chiffres d'affaires que ça peut générer à travers la location courte durée, vous devez vous dire « Ah ouais, c'est bien, hein, franchement, elle est chanceuse, etc. » Attendez, ne parlez pas trop vite parce qu'il y a tout un historique qui s'est passé derrière et pas mal d'aventures et je vais tout vous raconter. Donc déjà, comme je l'explique souvent sur cette chaîne, lorsque je lance un accompagnement, une offre ou une activité, c'est que j'en ai fait moi-même l'expérience. Donc ça, c'est pas nouveau. Donc dans tout ce que je fais et les sujets sur lesquels je conseille, pour moi, il va de soi que j'ai moi-même de l'expérience dedans et que je puisse apporter de la valeur aux gens. Donc j'ai commencé par me faire ma propre expérience dans l'immobilier au Sénégal. Donc tout a commencé il y a à peu près 4-5 ans. Donc à cette époque-là, je travaillais en tant que jeune consultante dans le secteur financier, donc j'étais salariée et je commençais à bien m'adapter à mon poste parce que ça faisait quelques années que j'avais démarré. Je commençais à avoir un rythme, à avoir vraiment une vitesse de croisière et je commençais à avoir un rythme aussi d'épargne qui était correct. Mais le truc, c'est que je ne faisais pas grand-chose avec mon épargne et je commençais à me poser des questions sur justement qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je me vois rester dans le salariat, etc. Ça commençait à germer dans ma tête.
Et donc du coup, en fait, je commençais à m'intéresser à l'immobilier comme étant voilà, un secteur qui peut être intéressant. Et il me semble que dans une vidéo, je parlais de tout le cheminement que j'ai fait pour justement enlever toutes mes pensées limitantes. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à déconstruire mes pensées limitantes sur l'immobilier, sur l'endettement, etc. Et que je me suis dit, je ne peux pas passer mon temps à épargner sans faire quelque chose de mon argent. Et c'est là qu'est arrivée une idée de projet familial avec ma fratrie et mes parents d'investir au Sénégal et de construire quelque chose pour nous. Donc vraiment, étant donné qu'on grandissait tous et qu'on voulait avoir un espace pour nous, l'idée c'était de se dire ok, on cotise et on va construire un endroit qui va nous permettre d'avoir chacun nos appartements. Donc c'était un projet intéressant, un projet collaboratif où chacun pouvait mettre la main à la pâte. Et donc, comme dans les projets, on va dire classiques avec les parents, on s'appuie généralement sur l'expérience des parents qui connaissent mieux le pays, qui ont déjà leurs contacts, etc. Donc, on est parti sur ça au démarrage. Donc, on a décidé comme ça de commencer ce projet avec un groupe dans lequel on échangeait nos idées, etc., ce qu'on voulait. Et donc, on a vite compris que ça n'allait pas dans le sens qu'on voulait. Étant donné qu'on n'était pas sur place et que c'était confié à une génération beaucoup plus âgée que nous, donc qui fonctionne différemment, nous, on est beaucoup sur, ok, on a un mood board, on a une idée, on veut ci, on veut ça. Et là-bas, sur place, ils font un peu ce qu'ils veulent, hein, au final. Et au fur et à mesure, on a vraiment vu que ça manquait de structure, c'était pas assez carré, c'était très informel, c'était très difficile de tracer où l'argent qu'on envoyait allait, comment il était dépensé, etc. Donc étant donné que ce sentiment voilà, de suspicion grandissait, donc on avait déjà entamé le gros œuvre. Et donc pour les personnes qui s'y connaissent pas en construction, il y a plusieurs phases. Il y a la première phase qui est la phase de gros œuvre où on fait les fondations, on fait l'élévation de l'édifice, donc vraiment l'édifice en lui-même, on commence à mettre les tuyaux, voilà, on commence un peu l'électricité, donc vraiment pour que l'édifice tienne. Et après, on a le second œuvre. Le second œuvre, on va un peu plus travailler l'intérieur, donc avec la pose du carrelage, la pose des vitrages, la pose justement des plafonds, on avance au niveau de l'électricité, etc. Et après, on a les finitions où là, vraiment, on aménage. On aménage, on peaufine le tout, on finit la peinture, on ramène les meubles, etc. On finit, voilà, le revêtement de l'immeuble, on peint l'immeuble, etc. Donc là, on avait démarré la phase de gros œuvre qui est très importante quand même parce que c'est là qu'on fait les fondations, c'est là qu'on élève l'édifice, c'est là que l'édifice commence à prendre forme. Et donc, quand on a commencé à avancer, on a eu quelques sons de cloche qui nous ont fait comprendre que ça n'allait pas. Et quand on a creusé, après avoir eu quelques petits incidents, on a réalisé que l'entrepreneur qui avait été engagé sur ce projet, ça n'allait pas du tout. Déjà, c'était une personne qui n'était pas suffisamment qualifiée, qui était malhonnête et de surcroît qui était un voleur parce qu'il piochait dans l'argent, il piochait dans le matériel, etc. Donc l'inventaire n'était pas clean du tout. Donc à ce moment-là, on s'est dit stop, il faut que quelqu'un y aille pour reprendre les rênes. Et donc c'est moi qui suis allée sur place pour faire un état des lieux et vraiment constater comment le chantier avançait au-delà des photos qu'on recevait. Et je vais vous insérer des images au fur et à mesure, mais vous verrez que ce qu'on a vu au niveau de l'édifice, c'était qu'il y avait un problème de gestion. Le chantier était sale, il y avait des trucs qui traînaient de partout, c'était pas clair. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on reprend tout à zéro. Donc déjà, on a éjecté l'entrepreneur. Donc j'ai dû faire une recherche par rapport à mes contacts, etc. Composer une nouvelle équipe. Commencer par faire venir un ingénieur pour constater le travail qui avait été fait. Dans quelle mesure le travail était déjà safe et comment on pouvait rattraper les choses. Donc on a commencé par là. On a quand même maintenu certains ouvriers qui fonctionnaient bien, qui connaissaient bien, histoire d'avoir un historique. Et donc de mon côté, ça a vraiment été une formation accélérée parce que j'ai dû vraiment tout reprendre à zéro, réétudier les plans d'architecte, essayer de constater pour voir que si les pièces correspondaient vraiment au plan d'architecte. Donc ça m'a beaucoup aidé à vraiment connaître et à savoir déchiffrer un plan d'architecte.
J'ai repris les mesures des pièces et j'ai eu la mauvaise surprise de voir que certaines mesures n'étaient pas respectées, certaines pièces étaient plus petites que prévu, et même que dans certains cas, quand on avait deux appartements qui étaient l'un à côté de l'autre, il y avait des pièces qui avaient carrément été passées du côté d'un autre appartement auquel ils n'appartenaient pas. Donc j'ai vraiment dû reprendre tout ça et suivre de très près. Donc à partir de ce moment-là, j'ai dû tout reprendre et je suis devenue finalement le maître d'œuvre du chantier. Donc j'ai dû vraiment travailler au plus près des ouvriers au quotidien. Donc, à partir de là, l'idée c'était de ne rien laisser au hasard. Chaque étape était validée, je regardais tout ce qui était fait, que ça soit par les maçons, par les plombiers, vraiment tout reprendre pour m'assurer que c'était ok. Parce qu'en fait, ce qui se passe généralement en Afrique, c'est que les ouvriers vont faire leur travail, mais eux, à leur niveau, ils vont pas réfléchir à est-ce que ça c'est logique, c'est pas logique, ils vont faire ce qu'il y a à faire. Donc vraiment, surtout quand vous avez des exigences, il faut être là et ne pas hésiter de leur demander de reprendre. Et quelquefois, avec le côté un peu patriarcal, c'est oui, non, non, c'est déjà, c'est bien, c'est très bien ce qui est fait. Non, il faut leur dire non, c'est moi qui paye et c'est comme ça que je le veux et pas autrement. Et s'il faut faire recommencer, on fait recommencer. Donc déjà, il y avait cette phase de créer une relation avec les ouvriers. À partir d'un certain moment, ils ont vu quand même que je savais de quoi je parlais et ce que je voulais. D'ailleurs, j'ai une anecdote. C'est au moment où je voulais créer une porte coulissante pour une salle de bain. Cet ouvrier-là n'avait jamais créé de porte coulissante et donc j'ai dû lui expliquer le principe de la porte coulissante à galandage qui rentre dans le mur. Et en fait, en lui expliquant, on a créé un peu de toute forme. Il a été très content d'avoir acquis une nouvelle compétence. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille de manière très rapprochée avec les ouvriers. Donc ça c'était un exemple. Mais c'est vrai que quand je repense à cette époque-là, c'était très très intense parce que le matin, souvent, c'était les ouvriers qui me réveillaient, qui m'appelaient. Il faut que tu viennes tout de suite, il y a ça à valider. Ou sinon telle commande à réceptionner et en fait je sautais du lit, il fallait que je brosse les dents et que j'aille sur le chantier. Donc c'était vraiment un travail qui n'était pas évident. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que j'ai dû reprendre un chantier familial et j'ai dû m'improviser maître d'œuvre et apprendre sur le tard. Donc après ce premier voyage au Sénégal, j'ai dû revenir et faire plusieurs allers-retours comme je vous ai dit pour valider à chaque fois les différentes phases du chantier. J'ai rattrapé le chantier, je l'ai mis à peu près sur les rails pour finir le gros œuvre. Entre temps, j'ai dû faire des voyages pour trouver des fournisseurs de matériaux pour anticiper sur la phase de seconde œuvre et de finition parce que j'ai fait le tour au Sénégal, des boutiques là où se trouvaient les meubles de qualité, les cuisines de qualité et c'était excessivement cher. Et donc je me suis dit c'est pas possible, on va pas pouvoir respecter les budgets en sachant que là tout le monde y mettait ses économies. Donc j'ai dû faire un autre voyage entre temps pour aller trouver un fournisseur dans les pays qui savent construire des meubles, qui savent construire justement tout ce qui est équipement, trouver un fournisseur et pouvoir justement me fournir en bons meubles, etc. Donc tout a commencé par mon expérience personnelle. Donc à partir de ce moment-là, j'ai trouvé un fournisseur, j'ai fait un voyage un peu pour explorer justement les zones qui font des bons mobiliers, qui sont connus pour faire des bons mobiliers et j'ai commencé à trouver des fournisseurs, trouver du mobilier, acheter, etc., passer des commandes et donc entre-temps, j'ai fait ce voyage-là et après j'ai dû y retourner au Sénégal quelques mois après pour commencer le second œuvre. Quand je suis arrivée, c'était un peu plus sympa, le bâtiment avançait, on avait commencé à distance le carrelage mais j'ai dû vraiment bien rattraper et aller chercher du carrelage sur place et donc du coup on a commencé à carreler, on a mis les vitrages et c'est vrai que quand on construit, au moment où on met les vitrages et les portes, ça change tout. On passe vraiment d'un édifice, d'un chantier où on se voit pas habiter à quelque chose déjà de fermé et on commence à se projeter. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu aller se fournir pour tout ce qui est luminaire, tout ce qui est carrelage. On a avancé sur les faux plafonds, etc. Et ça commençait à prendre forme, ça commençait à devenir satisfaisant. On a fait les sous-couches de peinture, la pose du carrelage, les faux plafonds, les luminaires, installer les interrupteurs et les prises, vraiment commencer à rendre cet immeuble quelque chose d'habitable, quelque chose où on peut se projeter. Donc une astuce aussi, ça sert à rien de commencer à installer l'intérieur, à poser le carrelage, les faux plafonds et tout ce qu'il y a à l'intérieur si on n'a pas fermé, si on n'a pas mis le vitrage ou les portes parce que la poussière, les saletés vont rentrer dans l'édifice et en fait tout ça, ça sera gâché. Il faut vraiment attendre d'avoir mis les portes, les fenêtres, que ça soit complètement fermé pour commencer à travailler l'intérieur, à faire la peinture, etc. Et donc du coup, c'est vrai que ça a été un cap
dans la vision lorsque les vitrages ont été installés et les portes. Et le dernier voyage, c'était celui pour réceptionner les meubles, donc qui venaient par conteneur. On a fait venir un conteneur de 40 pieds au Sénégal pour vraiment importer le maximum de mobilier, d'équipements de qualité. Et donc j'étais venue spécialement pour ça, mais avec tous les délais de douane, j'ai eu très chaud. J'ai failli ne pas assister au déchargement, donc il y a eu vraiment un gros coup de stress, surtout que j'étais la seule qui savait quels étaient les meubles et dans quel appartement ils allaient, donc c'était très important que je sois là. Et avec une grande chance, on a pu recevoir le conteneur quelques jours avant mon départ. Et autant vous dire que c'était impressionnant. Un conteneur de 40 pieds, c'est énorme, c'est la taille d'un, je sais pas, d'un appartement. Et il était rempli de la tête aux pieds et il est arrivé très tard. Et on a dû faire un déchargement de nuit, vraiment une nocturne. Et c'était sport, c'était vraiment sport. On a déchargé, on a pu ramener tous les paquets dans les appartements. Donc vous aurez des images, ça aussi c'était énormément de boulot. Et là c'était vraiment à la dernière ligne droite, commencer à installer les meubles, installer les cuisines, retrouver les pièces. Ça c'était un travail mais ouf. Et donc enfin la livraison des appartements donc, que je vous ai montré. Je vais vous mettre quelques images et tout ce qui s'en est suivi autour de la gestion locative, la décision de mettre en location sur les plateformes comme Airbnb, voilà, prendre des équipes pour la gestion au quotidien, avoir du personnel, du gardiennage et créer des processus automatisés qui permettraient de pouvoir gérer à distance assez facilement. Et donc c'est tout ce qui s'en est suivi, donc plusieurs années après. Donc voilà un peu l'histoire de comment je suis tombée dans l'immobilier en Afrique. Et aussi, petite remarque, toute cette aventure s'est passée pendant la période Covid, sinon c'est pas drôle. Donc très difficile de voyager et jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les restrictions qu'il y avait, j'arrive pas à croire que j'ai pu faire tous ces allers-retours par rapport à ce projet-là, mais ça c'est fait. Et autant vous dire que franchement, quand j'y repense avec le recul, c'est l'une des expériences les plus difficiles, les plus épuisantes physiquement et psychologiquement que j'ai vécues. Parce que c'est pas évident de devoir reprendre un chantier à la volée comme ça, de devoir rattraper, mais c'est un projet familial, c'est important. Il y avait déjà de l'argent qui était investi et c'était, voilà, c'est tombé sur moi, il fallait que je le fasse. Mais c'était extrêmement enrichissant. Franchement, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris et j'ai réalisé énormément de choses à travers cette expérience. Déjà, c'est que tout se passe sur le terrain. C'est très important lorsqu'on fait quelque chose d'être au plus près du terrain. C'est là qu'on comprend les réalités d'une activité parce que quand on est à distance, on s'imagine des choses mais on ne connaît pas vraiment la réalité des activités au quotidien. Et ça, pour moi, ça s'applique à beaucoup de sujets. Même si tu es surdiplômé, que tu es brillant, que tu es un as de la stratégie, si tu n'as pas fait l'expérience du terrain, selon moi, il va te manquer quelque chose. C'est pour ça que lorsque j'apporte n'importe quoi, que ça soit au niveau de mon métier ou de mes projets, j'essaye vraiment de comprendre les acteurs et d'être au plus près du terrain et de mettre moi-même les mains dans le cambouis. Je suis obligée pour vraiment comprendre quelles sont finalement les contraintes et les réalités. Et aussi, il y a peut-être quelque chose qui m'a beaucoup attirée dans ce projet-là, c'est que jusque-là, à travers mes études et mon métier, je travaillais sur des projets qui étaient peu palpables. C'était des sujets financiers, des sujets informatiques, des choses qui étaient un peu dans le cloud quoi. C'était pas des choses que je pouvais toucher. Mais là, le fait d'avoir vu vraiment un projet super palpable avec un édifice qui a été voilà, créé de toutes pièces, qui s'est levé du sol comme ça, c'est vrai que ça a été hyper satisfaisant. Et en fait, toutes les difficultés qui ont été rencontrées pendant le processus sont oubliées à la fin lorsqu'on voit le résultat. Lorsqu'on voit que ça y est, ça vit, voilà, ça tourne et de se dire qu'on a suivi tout du début à la fin. Et donc, c'est pour ça que ça m'a donné envie de continuer, de répéter, de poursuivre mon apprentissage, d'être sur le terrain, en sachant que également l'expérience que nous avons eue et que j'ai eue en particulier, tout le monde n'aurait pas eu la capacité de le faire parce que pas d'attache sur place, pas de contact, une méconnaissance de la culture également, de la langue, des choses que moi j'avais la chance d'avoir qui m'ont beaucoup aidé à créer du lien avec des gens, créer du lien avec des ouvriers, pouvoir exprimer mes besoins, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et je me suis dit qu'il y a un besoin et que c'est important de, voilà, de mettre sa pierre à l'édifice et d'accompagner des gens dans leurs projets de vie, quoi. Et surtout, il y avait un sentiment un peu qui me titillait parce que là, j'ai dû rattraper un projet qui était déjà lancé et ça, c'est beaucoup plus dur selon
moi que de démarrer soi-même quelque chose qui sur des bonnes bases. Là, c'était quelque chose qui malheureusement avait été démarré sur de mauvaises bases et donc il y avait des choses auxquelles je pouvais rien faire. Donc la structure était déjà créée, il fallait en fait finalement s'organiser autour. C'est pas moi qui a décidé de l'architecture, de comment les pièces allaient être organisées et j'ai eu l'envie vraiment d'intervenir sur un projet que j'allais gérer de toutes pièces. Donc voilà la genèse de Lena B Immobilier et ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'immobilier en Afrique. Donc voilà la partie 1 de cette vidéo, la partie la plus longue. Donc après, j'ai eu énormément de galères. Là, je vous ai fait un résumé de tout ce qui s'est passé, mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de galères que j'ai eues. Là, je vais vous en lister quelques-unes très rapidement. Je pense que beaucoup de gens se reconnaîtront. Et généralement, les galères que j'ai eues n'ont pas été causées par moi, mais ont été causées par des tiers, des ouvriers, des personnes qui étaient là pour travailler. Par exemple, j'avais à la phase d'installation, d'aménagement, acheté un lustre qui coûtait près de 600 à 700 euros. Un lustre qui était magnifique, qui était destiné à une entrée, je vais peut-être vous le mettre en photo, avec des cristaux dont j'étais très fière et je pensais vraiment que ça allait faire un effet pour tout visiteur qui allait arriver. Et un jour, je le fais installer, on le fait constater, super, il est installé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû refaire la peinture derrière et des jeunes peintres qui ont fait je ne sais quoi lorsque j'étais sortie, l'ont complètement cassé. Il est tombé au sol et les cristaux se sont cassés en 1000 morceaux. Et au lieu de m'appeler et de me dire que ça s'était passé, on a attendu gentiment que je vienne le constater par moi-même. Comment se remettre de ça? En sachant que déjà, ça coûte de l'argent, mais que je ne pouvais même pas le remplacer parce que c'était la dernière pièce dans la boutique. Donc, ouais. Bref. Deuxième type de mésaventure, ça c'est du classique. Par exemple, j'ai eu à faire retirer le carrelage de tout un étage qui avait déjà été payé parce que, erreur de carrelage, ils ont mis le mauvais carrelage au mauvais endroit et je n'ai pas voulu laisser tel quel, donc on a dû tout répéter, casser, racheter et remettre. Et ouais, il y a eu également plusieurs inondations, de problèmes de dégâts des eaux dans le bâtiment avant qu'on fasse justement l'installation des vasques, etc. Parce qu'on a eu un plombier, c'est son métier pourtant, qui a oublié de couper l'arrivée d'eau et il a laissé les robinets allumés. Donc en pleine nuit, on a eu de l'eau voilà, qui a inondé un appartement. Heureusement qu'il n'était pas encore équipé, mais il a fallu gérer ce dégât des eaux. Et il y en a eu d'autres après. Par exemple, un autre sujet qui m'a vraiment fait mal à la tête, c'est lors du déchargement de notre fameux conteneur. Donc un jeune déchargeur un peu trop excité a fait tomber un morceau de plan de travail en marbre massif qui coûte très cher et l'a cassé en deux. Et en plus, c'était à moi. Donc autant vous dire que là, j'ai failli m'évanouir. Ouais, je vais vous mettre une photo. Et le dernier, parce que je ne vais pas continuer, mais par exemple une machine à laver neuve qui a été mal installée par un installateur, entre guillemets, et en gros il y avait un support qui tenait, je pense, un truc en pierre à l'intérieur, qui ne l'a pas enlevé, et un soir, la machine à laver a fait un bruit mais atroce, et court-circuit, elle ne fonctionne plus, toute neuve. Donc déjà, ce que je vous ai dit là, comme différentes galères, représente des milliers d'euros. Donc ça, c'est des choses qui arrivent, et même quand on est sur place. C'est les aléas. Donc voilà, être toujours à côté, faire très attention, et savoir que personne ne fera attention à vos affaires autant que vous. Ça, c'est très important. Il y a des personnes qui sont très brutes, très négligentes, et qui font ce qu'ils ont à faire, entre guillemets, et tant qu'on les paye, ils s'en fichent. Donc voilà à peu près pour les mésaventures, et donc je vais conclure cette vidéo en donnant quelques conseils. C'est vraiment des conseils parmi tant d'autres qui me sont venus en tête. Si vous souhaitez vous lancer dans l'immobilier en Afrique, le premier conseil déjà, c'est de vous dire que ton notaire est ton ami. Donc quel que soit le projet que tu as, si tu dois acquérir quelque chose, faire un achat, signer un acte de vente, mettre en place des documents administratifs pour demander des autorisations de construire, etc., passe par un notaire agréé. C'est très important. Parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, tout ce qui est administratif, c'est très touchy en Afrique. Donc vraiment, faites en sorte d'authentifier tout ce que vous faites pour avoir des preuves et vraiment gérer vos affaires sereinement. Et même quand vous avez tout ce qu'il faut, vous n'êtes pas à l'abri de problèmes. Donc vraiment,
passer par un notaire, c'est très important. Le deuxième conseil, c'est choisissez bien votre entrepreneur. Bon, je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que je vous ai expliqué ma mésaventure, mais c'est très important de choisir un bon entrepreneur qui ne mente pas, en tout cas qui vous semble être honnête, même si la confiance n'existe pas dans le business, mais quelqu'un déjà qui présente correctement, qui a un historique à vous montrer, avec qui vous pouvez avoir une relation de transparence, qui comprend vos demandes et vos exigences. Très très important. Le troisième conseil, ce serait de mettre en place un contrôle permanent. Même si vous n'êtes pas sur place, assurez-vous d'avoir un contrôle permanent. Donc d'avoir soit quelqu'un qui est là pour contrôler les ouvriers, même la personne qui contrôle devrait être contrôlée selon moi. C'est très important parce que, et également si vous en avez la possibilité, venez régulièrement pour valider, voir que ça prend la forme et la direction que vous souhaitez. C'est très important. Il y a des personnes même qui laissent tout, qui se déplacent pendant toute la durée du chantier. Et je comprends pourquoi. Et le dernier sujet, c'est le sujet financier et budgétaire. Gérez votre budget, gérez votre budget, gérez votre budget. C'est-à-dire que déjà, c'est très important de challenger les coûts qui vous sont donnés. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à challenger, à vous renseigner, à voir si les prix qu'on vous a donnés pour les matériaux matchent, etc. Et surtout rationner l'argent. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner la somme, même si vous l'avez, d'une phase ou du chantier comme ça. Il faut rationner régulièrement l'argent et vérifier au fur et à mesure comment les choses avancent, comment les consommations avancent, en sachant que les prix peuvent monter comme ils peuvent baisser selon justement la conjoncture. Donc gérez bien votre budget, c'est très important. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous raconter sur comment j'ai cheminé dans l'immobilier et comment je me suis lancée dans l'immobilier en Afrique, le background par rapport à cette aventure et pourquoi aujourd'hui j'ai lancé Lena B Immobilier, mes expériences, les leçons que j'ai apprises qui aujourd'hui me donnent justement la force de pouvoir avancer et me facilite beaucoup de choses que je mets en place aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences similaires, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires les expériences que vous avez eues, les questions que vous avez. Vraiment, c'est un espace qui est fait pour ça. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, petit pouce bleu, laissez un petit commentaire, c'est toujours bien pour l'algorithme. Franchement, je fais l'effort d'être là. Pourtant, là, vous entendez à ma voix que je suis un peu malade, mais voilà, vraiment, donnez de la force si vous le pouvez. Et venez me suivre sur Instagram où tout se passe au quotidien. Je partage avec vous des posts, vraiment les expériences au quotidien. Donc venez sur Instagram et n'hésitez pas à aller voir, à aller écouter mon podcast Les Réflexions de Lena et à aller voir sur mon site toutes les ressources gratuites que je mets à disposition. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cheers!